Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Chers internautes, chers auditeurs, considérez-vous comme salués. Vous nous écoutez ou vous nous regardez par quelle plateforme? Il y a plusieurs possibilités. Ceux qui nous écoutent en audio peuvent le faire par Spotify, via également la plateforme de Balado Québec. Vous pouvez nous regarder aussi directement avec la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous encourage à le faire parce que vous allez avoir en exclusivité nos épisodes, mais également les midi-livres qu'on retrouve seulement sur YouTube, où vous allez avoir une panoplie de livres de toutes sortes, commentés par des chroniqueurs, chroniqueuses inspirants et inspirantes. Comment allez-vous? Comment ça se passe chez vous présentement? Au moment d'enregistrer, nous sommes le lundi 21 septembre 2020, c'est le jour de la paix. Êtes-vous en paix? Êtes-vous écœuré de la situation actuelle? Hier soir, le ministre de la Santé, en fin de journée, a tenu un point de presse pour classer certaines régions en code orange. D'autres sont demeurées jaunes. C'est le cas de l'Estrie où je suis actuellement. D'autres sont au vert, sont chanceux. Certains diront qu'ils perdent rien pour attendre, mais on se croise les doigts pour que la situation s'améliore. Mon invité d'aujourd'hui est dans le réseau de la santé, mais il fait partie d'une division qui est souvent mise à l'arrière-plan ou dont on ne parle pas assez. Depuis le début de la pandémie, vous serez d'accord avec moi, il a été question beaucoup des infirmiers, infirmières, des médecins, des préposés aux bénéficiaires, et on a eu raison d'en parler. Ce sont des gens qui ont fait un travail incroyable. Mais on a peu parlé des paramédics, nos ambulanciers et ambulancières. Et c'est pour ça que depuis quelques semaines, nos boîtes courriels se courent après, mais on a finalement trouvé un rendez-vous. Je reçois un paramédic et j'étais content de l'avoir aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je l'intègre à la discussion. Il s'agit de Jean-François Pellerin, directeur des opérations à la Coopérative des travailleurs ambulanciers de l'Estrie. Bonjour Jean-François. Bonjour Jannick. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Alors, avant de t'intégrer, je mentionnais que depuis le début de la pandémie, on a parlé énormément du personnel en milieu hospitalier, on a parlé des médecins, des infirmières, des préposés, mais on a peu parlé des paramédics. Et pourtant, vous avez été plongé dans l'action quand même assez rapidement. Dès la mi-mars, vous avez dû vous ajuster assez vite à cette nouvelle situation. Oui, vraiment. C'est sûr que surprenamment, là, dans les débuts de la crise, dans la première vague, notre nombre d'appels a diminué. Donc, on a mis plusieurs mesures, mais c'était surtout à l'interne, nos façons de faire qui ont changé, la façon d'intervenir des paramédics, puis les mesures de protection et tout ça. Mais on n'a pas eu un volume d'appels qui nous a vraiment débordé, là, surprenamment. Oui, ça a été quand même assez révélateur. Quand on a appris ça, on a été un petit peu surpris sur le coup, puis en y réfléchissant bien, pas tant que ça, le fait que le téléphone a moins sonné, c'est que les gens semblaient un peu terrorisés à l'idée de se ramasser à l'hôpital. Et c'est peut-être le dernier endroit où on voulait être à partir de la mi-mars. Oui, tout à fait. Là, les gens avaient, surtout avec le confinement, les gens demeuraient chez eux. Les gens ont vraiment écouté les consignes là, vraiment à la lettre. Là, fait qu'on sortait seulement si on avait vraiment de besoin. Puis certains des patients disaient aux paramédics justement qu'ils ne voulaient pas aller à l'hôpital de peur d'attraper la COVID. Donc, ça a créé comme cette espèce de peur, entre guillemets, là. Fait que c'est pour ça que ça a comme vraiment diminué. Ouais, les gens étaient malades, mais ils ne voulaient pas aggraver leur cas avec une autre maladie. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, mais des fois, ça fait l'effet inverse aussi. Les gens attendaient plus longtemps pour nous appeler, puis on avait des situations que peut-être que ça aurait fait une différence ou si on avait appelé plus vite, mais c'est exactement ça qui faut peser le pour et le contre, c'est ça qui n'est pas toujours évident là, quand on ne connaît pas ça.
La réflexion que je me suis fait, je sais que c'est le cas de beaucoup de gens quand on a entendu que les paramédics étaient moins sollicités au départ, c'est est-ce qu'en temps normal, les gens appellent l'ambulance, font le 911 toujours pour les bonnes raisons, ou si c'est facile de le faire, puis on pense encore en 2020 qu'on va passer plus vite en arrivant en ambulance à l'hôpital? Bien, je pense qu'il y a encore des occasions, il y a encore certaines personnes qui ont ce mythe-là, justement, de dire ouais, je vais appeler l'ambulance, comme ça, à l'urgence, je vais passer plus vite. Effectivement, ce n'est pas une majorité des gens qui pensent comme ça, par contre, mais il y a encore cette mentalité-là un peu et c'est totalement faux, là. Chaque patient est passé au niveau du triage à l'hôpital et un patient qui arrive en ambulance peut finir dans la salle d'attente ou peut finir en salle d'évaluation ou en salle de choc ou autre. Donc, c'est pas vrai de dire qu'on va passer plus rapidement, là, effectivement. Là. Alors, on vient de briser ce mythe-là parce que, bon, il y a quelques mois, j'ai accompagné ma mère à l'urgence. Et puis, je voyais beaucoup les paramédics arriver. Évidemment, le paramédic va aller, dans un premier temps, parler à la personne qui est préposée au triage. Alors, c'est comme un pré-triage quand on prend l'ambulance, mais si le paramédic juge que finalement, ce n'est pas une situation critique, il va le communiquer avec le personnel au triage à l'urgence. Bien, c'est sûr que le paramédic va faire son évaluation sur place, puis avec le portrait clinique qu'il va avoir, bien, il va rapporter ce portrait clinique-là à l'infirmière pour qu'elle ait le plus d'informations possible pour prendre la meilleure décision. Fait que c'est clair que si ce n'est pas une situation clinique qui est prioritaire, bien là, à ce moment-là, c'est sûr que le patient peut aller dans la salle d'attente. Il faut comprendre que les protocoles actuels des paramédics ne permettent pas de laisser quelqu'un à la maison ou de reprioriser une appel en moins urgent pour qu'à l'attente ou suggérer un transport alternatif et tout ça. Donc, on n'a pas le choix, nous, d'insister pour transporter à l'hôpital une fois qu'on est appelé et qu'on est sur place. Mais nos protocoles, exactement, ne nous permettent pas de dire bien, je pense que vous seriez mieux d'être dans un autre transport. Sûrement qu'un jour, on va y arriver, mais. Oui, bien, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, n'appelez pas l'ambulance pour passer plus vite. On n'est pas à Walt Disney, là. C'est pas une passe rapide pour passer en avant de tout le monde dans les manèges. C'est pas un jeu, c'est le réseau de la santé. Alors, une fois qu'on a réglé ça, à quel moment, Jean-François, les choses sont revenues un peu à la normale pour votre coopérative? Je sais que vous devez parler aux autres compagnies d'ambulance aussi un peu partout au Québec. À quel moment là, le rythme a repris son cours normal pour vous autres? Bien, si on regarde là, un peu les statistiques, là, on a vu là, vraiment là, fin mars, avril, mai, une bonne baisse là, des appels. Puis je dirais là, qu'à partir de juillet, là, on a commencé à avoir des légères augmentations pour faire un bond là, à août, septembre, là, statistiquement parlant, bien entendu. Le bond du nombre d'appels par jour là, était plus élevé. Là. Donc, à août, là, on a repris notre beat là, normal, puis même un petit peu plus élevé. Oui, on m'avait dit ça aussi, un peu plus élevé que les années précédentes. Est-ce que vous avez identifié un peu pourquoi? On sait que les Québécois n'ont pas voyagé cette année en dehors de la province. Alors, à ce moment-là, on fait plus de vélo, on se baigne, on fait des activités localement. Est-ce que c'est ce qui explique cette augmentation-là? C'est dur à dire parce que je vous dirais que les appels là, de dire, de pointer quelque chose, c'est vraiment difficile. C'est vraiment varié comme type d'appel. Donc, il n'y a pas une raison qui ressort là, de nos statistiques d'appel pour dire oui, on a vu quelque chose de plus noté là-dessus. Notre secteur de Magog, qui est un secteur quand même touristique aussi, là, Oui. Les ambulances là-bas ont été grandement sollicitées. Probablement que plusieurs personnes ont choisi cette destination-là ou ont profité de leur chalet là, plus longtemps. Donc, oui, le secteur a été quand même très sollicité là, à ce niveau-là. Est-ce qu'on a eu plus d'appels cette année pour des cas de noyade, que ça se finisse par décès là, ou non, des cas reliés au plan d'eau, piscine? On a eu un petit peu plus au niveau là, sur les plans d'eau, là, pas nécessairement qui se terminent là, tragiquement, là, mais on a eu là, plusieurs interventions au niveau des plans d'eau. Mais on a eu également aussi plusieurs interventions là, pour des gens en randonnée, là, par exemple au Mont Offord.
Je vous dirais que ça, c'est vraiment une note significative par rapport aux autres années, là. On allait aider le service d'incendie à aller chercher des gens quasiment 2 fois par fin de semaine là, pendant un bout l'été, là. Donc, ça, il y a vraiment une nette différence par rapport aux autres années. Mais on vous appelait pourquoi exactement? Détresse respiratoire, des gens qui n'étaient pas en forme et qui s'improvisaient randonneurs? Ou ça ressemblait à quoi les appels? Ben, des faiblesses. Des fois, on parlait d'une foulure de cheville. Des fois, tu sais, il a fait chaud cet été, là, Oui. heureusement ou malheureusement, là, Ouais. mais on a eu une belle été. Donc, si les gens étaient moins habitués à la randonnée, étaient moins bien préparés, ben, coup de chaleur, on était appelé pour ça. Problème de diabète, on n'a pas amené assez de matériel ou des fois, on s'est égaré, donc on est plus longtemps en randonnée qu'est-ce qu'on avait prévu parce que finalement, on n'a pas sorti sur le bon versant. Donc, c'est toutes des situations là, qui sont arrivées cet été. Les sentiers pédestres s'étendent un peu partout. Avez-vous été obligé d'aller loin dans le bois ou loin en montagne pour aller chercher ces gens-là, secourir les gens? Il y a quelques équipes de paramédics qui ont fait la randonnée du Mont-Chauve là, pour se rendre aux patients, toujours accompagnés du service d'incendie, bien entendu. Là. Nous, on n'est pas équipés pour faire tout le volet sauvetage, donc c'est pour ça que c'est toujours conjointement avec eux là, que les interventions sont faites. Puis, mais oui, c'est arrivé là, qu'il y a quelques kilomètres qui ont été marchés par les paramédics. Oui, j'imagine. Alors, ce sont à ce moment-là les pompiers qui sont équipés quoi, de VTT, d'appareils tout-terrain pour aller secourir les gens? Oui, souvent le VTT ou ils ont aussi des espèces de civières où qu'on peut soutenir à plusieurs, donc pour qu'il n'y ait pas de roue plus légère et tout ça, là, en termes français, un basket là, où ce qu'on peut coucher la personne, puis à 6 personnes, on est capable de descendre la montagne là, avec ça. C'est ce qui n'est pas toujours évident. Puis, c'est sûr qu'il y a certaines situations extrêmes que la Sûreté du Québec est sollicitée là, avec son hélicoptère aussi. Là. Cette année, je ne me souviens pas si c'est arrivé par contre. OK. Heureusement, c'était l'été. Je ne vous le souhaite pas à -30. En hiver, les gens doivent demeurer un petit peu plus à la maison à ce moment-là. Et ceux qui font des randonnées, que ce soit en ski ou en raquette, on peut penser qu'ils vont être plus habitués. Quoique cet hiver, beaucoup de snowbirds vont demeurer au Québec, n'iront pas en Floride nécessairement. Avez-vous pensé à ça un peu aussi? Ou... Bien, effectivement, on se questionne voir cet hiver, est-ce que nos interventions vont être plus augmentées là, en forêt, dans les sentiers, tout ça. Fait que c'est clair qu'il faut que les gens se préparent comme il faut pour aller faire les randonnées, surtout là, avec un facteur de plus qui est le froid. Donc, passer une nuit au mois de juillet en forêt, se faire retrouver le lendemain matin, c'est une chose, mais passer une nuit en forêt au mois de décembre sous zéro, c'est différent, mal équipé. Pas nécessairement les bons vêtements, ça peut être une toute autre intervention, c'est sûr. Oui, ça, j'imagine, effectivement, vous allez en voir que vous n'aviez pas déjà vu. J'ai pris connaissance d'un sondage de nouvel institut, l'Institut de la confiance. Et on classe les professions, les métiers auxquels on a le plus confiance et on s'en va vers ceux envers qui on a le moins confiance. Alors, on a toujours les vendeurs de voitures et les politiciens qui sont toujours à la fin de ces sondages-là. Mais les paramédics se classent en tête de ça, pas en première position, mais parmi les premières positions. Je ne sais pas si on a porté ça à ton attention. Non, je n'avais pas vu ce sondage-là, mais c'est une belle fleur du public là, que les paramédics aient la cote de confiance. Là. C'est clair qu'on rentre chez les gens au quotidien, on rentre dans leur intimité pour donner des soins de proximité et tout ça. Donc, c'est clair que ça prend une certaine confiance. Hey, j'entendais ça à la radio, mes ex-collègues du 107.7 qui en ont parlé, et même, je pense que Martin Pelletier, sur l'émission du midi, en faisait une question dans le sens où il y a des choses qui semblent un peu bizarres, mais qu'en temps de pandémie, ils ne sont pas tellement. Les caissiers et caissières se classent très haut, alors que nos politiciens sont 2 fois moins estimés que les citoyens alors qu'ils travaillent. Mais est-ce que tu as l'impression que les professions comme la vôtre, parce que paramédic, c'est même pas une profession, c'est une vocation, as-tu l'impression que la cote, qui a toujours quand même été assez bonne, mais qui est meilleure que jamais à cause de la situation qu'on vit?
Bien, ça se peut, je pense. Puis tu sais, peut-être que ça serait aussi les travailleurs de la santé en général. Je pense qu'ils ont la cote ces temps-ci parce que je pense que tout le réseau travaille fort. Tous les gens qui participent de près ou de loin dans le réseau de la santé, je pense que c'est tous des gens qui sont dévoués, qui veulent que ça marche, qui ne veulent pas que le réseau tombe. Fait que je pense que la population est derrière ces gens-là qui voient bien que les gens travaillent d'arrache-pied pour que ça fonctionne, que les soins intensifs continuent à fonctionner, que les urgences continuent à fonctionner. C'était la crainte là, avec le COVID que justement que le système de santé soit surpassé puis qu'on soit obligé de faire des choix difficiles dans les hôpitaux, qu'on soit obligé de faire des choix difficiles également sur le terrain. Donc, je pense que la population est derrière tous les travailleurs de la santé qui travaillent d'arrache-pied jour après jour pour que ça fonctionne. Oui, avec raison. J'ai mentionné que les paramédics n'étaient pas toujours reconnus à leur juste valeur et en Estrie, vous êtes aux commandes, en tout cas dans la direction de cette coopérative de travailleurs d'ambulance de l'Estrie. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était conduit, on voit ça des ambulanciers comme faisant partie du réseau de la santé. Dans votre cas, j'ai l'impression que c'est une PME qui opère en partenariat avec le réseau de la santé. C'est un peu la perception que j'ai. Et là, on a porté à mon attention le fait que vous vouliez faire partie de la solution pour tout ce qui concerne les dépistages du COVID. Parce qu'actuellement, ça semble être une difficulté. Beaucoup de gens veulent se faire tester. Les résultats ne rentrent peut-être pas aussi rapidement qu'on voudrait. Et là, je parle pour le Québec au complet. De votre côté, vous avez développé quelque chose en partenariat avec le réseau de la santé. Bien, tout à fait. Tu sais, premièrement, c'est vrai que comme entreprise, nous, on est une coopérative, donc Donc, tous les c'est ambulanciers sont propriétaires de ça, là. oui, Est-ce que tout à c'est fait. ça? Tous les travailleurs, que ce soit des paramédics, que ce soit le personnel administratif ou Oui. la logistique, tous les gens qui travaillent dans la coopérative doivent être membres de la coopérative. Donc, par le fait même, un peu, tout le monde est un peu propriétaire là, de l'entreprise. Puis, on a un contrat de service là, avec le CIUS, là, tout à fait. Là. Fait que c'est sûr que ça amène une certaine différence, là, considérant qu'on est dans le réseau de la santé. Fait que on est vraiment, entre guillemets, un sous-traitant du réseau de la santé. Mais heureusement, nous, on n'avait pas d'enjeu de personnel. On a eu une excellente embauche cette année. On a trouvé d'excellents candidats. Puis, on a trouvé de nombreux candidats aussi. Puis, ce qui a amené qu'on avait une certaine préoccupation qu'on voulait garder les gens chez nous qu'on avait engagés pour travailler dans la coopérative. Il faut comprendre que quand on est engagé comme paramédic, bien souvent, on est sur la liste de rappel, on se fait appeler un peu à la dernière minute, même un peu, des fois pas mal, à la dernière minute. Ouais. Des fois, il n'y a pas tout le temps des quarts de travail, on a des périodes un petit peu plus tranquilles. On avait quand même cette préoccupation-là, nous, d'être capable de garder les gens à l'interne, puis si on n'a pas d'heure à leur offrir, au risque qu'ils quittent. Et à ce moment-là, dans nos grosses périodes, ou si jamais on avait du personnel qui attrapait la COVID et qui devait être en isolement chez eux, bien, de manquer de personnel parce que les gens ont quitté pour travailler. C'est normal. Là, Oui. on peut tous gagner notre vie. Là. Mais là, c'est drôle parce qu'on a l'image des paramédics, que leur job, c'est d'aller chercher des malades qui appellent le 911 chez eux, de les amener à l'hôpital. Et vous avez développé une offre de services supplémentaires, donc en partenariat avec le CIUS. Le réseau de la santé vous embauche pour aller faire des tests de dépistage de la COVID, c'est ça? Oui, tout à fait. On a vraiment développé une offre de service là, conjointement avec eux qu'on a proposée. Les centres de dépistage aussi un enjeu de personnel. Donc, nous, pour faire travailler nos gens, on a offert là, notre support là-dedans. C'est sûr qu'au début, on n'était pas dans la liste des professions par le décret ministériel qui permettait aux gens de faire le dépistage. Donc, les membres du CIUS, l'équipe de coordination du CIUS de l'Estrie ont travaillé pour développer le protocole, faire approuver le geste là, fait par les paramédics. Puis, on a pu déposer notre offre de service là, qui était appréciée grandement, puis qu'on a pu leur venir en aide en leur fournissant là, des paramédics là, pour aller faire les tests de dépistage, soit que ce soit mobile, soit que ce soit dans les cliniques de dépistage. Mais on a mis nos ressources humaines et matérielles à leur disposition pour les supporter là-dedans.
Bon, avant de m'expliquer comment ça fonctionne exactement, en Estrie, est-ce que vous êtes les seuls au Québec à faire ça? Ou là, si ça commence à faire des petits, avez-vous été les premiers? Comment ça fonctionne? Bien, ça a fait boule de neige, là. À ma connaissance, aujourd'hui, il y a certaines autres régions qui regardent comment orchestrer tout ça, mais d'être rendu aussi loin, là, on a été vraiment précurseurs là, au Québec. On a parti de balle, comme on peut dire, vraiment, puis on est en avance là, sur ce volet-là, puis on a plusieurs heures de dépistage de couvertes là, à venir jusqu'à date, là. Bien, c'est brillant parce qu'il y avait des paramédics embauchés qui sont chez eux en attente d'un appel. Pourquoi pas les faire travailler? Et là, ça mobilise combien de personnes chez vous, ce volet en partenariat avec les réseaux de la santé? Bien, dans le fond, on a formé, il y a une cinquantaine de paramédics qui est formé actuellement pour être capable de faire le dépistage. Puis, par jour, là, on fournit entre 5 et 8 personnes par jour là, pour faire du dépistage. Et même, on a des journées qu'on est monté à 10 personnes qu'on fournissait par journée, là. Donc, mais en moyenne, là, on peut dire qu'on est entre 5 et 8 personnes là, par jour qui participent au dépistage, là. Ils font combien de tests de dépistage ces 8-10-là? Bien, c'est sûr que c'est global. Là, nous, ce n'est pas des tests spécifiques à eux, là, mais c'est avec les statistiques là, des centres de dépistage de l'Estrie, où ce qu'ils font, au début, on parlait plus de 500 dépistages par jour, mais là, on est rendu plus pas loin au-delà de 1000 dépistages par jour là, dans la région de l'Estrie. Donc, c'est quand même beaucoup, là. C'est significatif. Oui, et là, ils vont déménager le centre de dépistage. J'ai vu ça dans l'ancien Costco sur King West, dans ce coin-là. Il va se passer quelque chose là, je pense, hein? Oui, il y a des projections pour une partie de l'ancien Costco, puis dans les anciens BRP de l'autre côté Oui. de la rue aussi. Donc, de déménager là, pour que ça soit un peu plus fonctionnel, puis un peu plus grand, là, d'avoir un nombre de pieds carrés augmenté par rapport à où ils sont actuellement, là. Oui, oui, puis le stationnement aussi, là, qui était un cauchemar là, dans le coin où ils étaient, alors que là, ça va poser moins de problèmes, parce que là, du Ouais, c'est ça. stationnement, il y en avait, là. C'est drôle parce que vous vous êtes glissé dans cette situation d'urgence. Tu sais, tu mentionnais tantôt, bon, ben, en temps normal, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, il n'y a plus rien qui est normal. Alors là, vous en avez profité pour glisser une offre de service. Ça a été bien reçu. On n'est pas encore code orange. Je pense aux compagnies d'ambulance des régions en code orange. Je pense que s'ils ne l'ont pas fait, il aurait intérêt à vous donner un coup de fil, vous dire comment ça fonctionne, votre affaire. Ça peut être intéressant. Mais le réseau de la santé vous envoie dépister où exactement? Est-ce que vous allez à domicile? Comment ça fonctionne? Bien, il y a deux volets. Dans le fond, il y a dans les cliniques de dépistage où ce que les gens participent avec tous les autres travailleurs du réseau de la santé, là. Puis nous, on en fournit 5 à 8, mais je veux dire, il y a plusieurs personnes du CIUS de l'Estrie qui travaillent là, conjointement là, avec nos paramédics, en fait, là, que nous, on s'est greffé à leur gang. Fait qu'il y a ce volet-là aussi dans les cliniques, mais aussi, on utilise beaucoup à date, on a 3 véhicules ambulanciers qui ne servent plus pour transporter des gens, mais qu'on a gardé pour faire le dépistage mobile, là. Concours de circonstances, on avait ces véhicules-là. Fait qu'on en a 3, puis on a parcouru pas loin de 17 000 km là, en un mois. Et c'est vraiment l'Estrie au complet qu'on est appelé à couvrir. Il y avait beaucoup de travailleurs étrangers à une certaine période de l'année, là, Oui. il y a quelques mois. Donc, il y avait ces gens-là à dépister. Puis, fait qu'on a parcouru là, plusieurs régions là, à travers l'Estrie pour aller voir ces travailleurs-là, faire les tests, puis qu'après ça, ils puissent sortir de leur isolement pour être capables d'aller travailler, là. Donc, il y avait une certaine priorité à ces travailleurs-là pour qu'ils puissent aller travailler. Les gens en agriculture en avaient besoin et tout. Fait que, Les paramédics sont vus comme étant des gens qui répondent à des urgences. Ça, c'était une urgence. Vous aviez des unités qui dormaient peut-être un peu chez vous, des gens qui ne travaillaient pas nécessairement à temps plein. Alors là, on parle de maximiser les ressources que vous aviez, mais au profit de la situation actuelle. C'est vraiment au profit de la situation pour être capable avec le matériel qu'on a puis les ressources humaines, qu'on soit capable que la crise soit moins forte, si on peut dire, ou qu'on puisse prêter, que ça aille mieux au niveau du dépistage et tout ça, là. Fait que je pense que les étoiles étaient bien alignées pour que ça fonctionne.
Ben, c'est assez brillant dans le sens où on désengorge les centres de dépistage également. Si vous allez un peu partout en Estrie, bien ça, c'est des gens qui ne sont pas à Sherbrooke même, mais qui viendraient à Sherbrooke pour se faire dépister, qui font juste étirer les files d'attente. Puis finalement, alors que vous êtes capable d'aller faire le travail dans ce coin-là, est-ce qu'on vous a dit, d'abord, vous avez commencé quand à faire ça? Ça fait à peu près vers la mi-juillet environ, là, dans ces eaux-là, là, OK. qu'on a commencé à s'impliquer tranquillement, pas vite, là, intégrer une dizaine de personnes qu'on a commencé. Il y avait 10 paramédics qui ont commencé à s'intégrer, tout ça. On a aidé les gens dans les cliniques, on a participé là. Après ça, on a commencé à faire un petit peu de dépistage mobile, là, dépendamment des besoins, se trouvaient où. Aussi, quelques dépistages massifs s'il y avait besoin, là, comme par exemple à Ascot, mais c'est arrivé dans certaines entreprises ou dans certains lieux de garde ou des choses comme ça. Fait que ça a pu arriver aussi. Donc, on a commencé comme ça. Puis, de fil en aiguille, bien, le besoin semblait grandissant. Donc, on a continué à former des gens pour en arriver aujourd'hui à une cinquantaine de personnes là, qui sont formées et qui participent là, quotidiennement à ça. Alors, chez vous, on tomberait, on ne le souhaite pas, là, mais on tombe, par exemple, en cas d'orange, vous êtes capable d'avoir une cinquantaine de personnes qualifiées chez vous pour venir en renfort. Bien, exact. On est capable de fournir des gens qui sont formés en dépistage pour venir aider, c'est ça, tout à fait. Mais c'est sûr qu'on a toujours une préoccupation de nos opérations pour lesquelles on est là. Fait que, on a toujours un œil sur ce qui se passe pour être capable d'agir, mais c'est clair qu'on ne le fait jamais au détriment de nos opérations régulières. Donc, le transport ambulancier et les soins qu'on donne préhospitaliers demeurent la priorité, mais pour le moment, on est capable là, de facilement fournir 8 personnes par jour pour le dépistage. Puis, tant que ça va rester comme ça, bien, on est super content aussi. Puis, on met les mesures à l'interne aussi pour que ça fonctionne. Avant même qu'on relève le niveau à jaune en Estrie, bien, nous, on voyait les tendances s'en aller. On avait remis nos mesures de protection, de prévention à l'interne pour essayer le moins possible de limiter la propagation si jamais il y avait un cas qui était testé positif parmi les paramédics. Donc, là, c'est pas arrivé encore, ça, par exemple. À ce jour, non, ça n'est pas arrivé. Bon, on touche du bois parce que, mon Dieu, vous êtes à la limite d'avoir un scaphandre là, pour faire vos interventions parce que j'ai vu ça à un moment donné. Je vois, s'il attrape le COVID avec ça, on a un méchant problème, on va être rendu en code rouge. Là. Ouais. Ben, puis c'est sûr qu'on est allé fort dès le début. Dans la première vague, on a fait mettre les équipements de protection sur l'ensemble des appels. Donc, même s'il y avait peu d'appels, mais les appels étaient quand même plus longs parce qu'on demandait de revêtir l'ensemble des mesures de protection parce qu'on voulait être sûr que, selon les signes et symptômes, finalement, le paramédic, ben, il ne décèle pas que c'est un cas COVID probable. Puis à ce moment-là, il ne revêtit pas les vêtements de protection, puis c'était tout à fait correct. Mais par exemple, si le patient aurait testé positif quelques jours plus tard, bien là, ça fait que si le paramédic a été en contact, on doit le retirer du travail, on le perd pour 14 jours. Puis aussi, on aurait pu perdre les collègues qui sont alentour également. C'est pour ça qu'on est allé un peu plus fort pour justement éviter tout ça, dont le port du masque de procédure en tout temps qui a été mis dans les débuts de la crise. C'est désagréable pour les travailleurs, mais par contre, si jamais il y a quelqu'un qui testait positif, bien, à ce moment-là, on a limité la propagation le plus possible. Là. Comment ça fonctionne dans les interventions autres que le dépistage dans vos opérations courantes? Tu me parles du masque, etc. Quand il y a quelqu'un qui est en arrêt cardio-respiratoire, la procédure habituelle, c'est les massages cardiaques, le bouche à bouche également. Là, il se passe quoi? Ça doit vous freiner considérablement? Bien, c'est sûr que les protocoles ils ont beaucoup changé. Les protocoles cliniques, là, au fur et à mesure que le COVID, c'était de l'inconnu. Donc, au fur et à mesure que ça évoluait, nos protocoles évoluaient aussi. Donc, je pense que ça a été le défi du paramédic là, dans la première vague. C'était vraiment notre défi d'être capable d'assimiler tous ces protocoles-là puis tous les changements rapides. Mais dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire, c'est clair qu'il y a des mesures supplémentaires de protection qui se prennent. Entre autres, on va commencer par mettre un masque chirurgical au patient pour éviter que les gouttelettes puissent sortir et tout ça. On va commencer du massage. Après ça, on va revêtir nos équipements de protection avant d'intervenir, ce qui crée un certain délai aussi. Entre autres, il faut mettre le masque N95 dans ces situations-là parce que l'intervention
peut générer des micro-gouttelettes, puis à ce moment-là, on a besoin d'avoir une mesure de protection supplémentaire. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui ont changé dans notre vie, là, cliniquement parlant, là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, là, mais ça a été marqué comme changement, c'était vraiment important. Tu as mentionné tout à l'heure que tu t'as vu un peu arriver cette possibilité de tomber en code jaune à un moment donné. C'était quoi les indices qui disaient « il semble qu'on ne s'en va pas du bon côté » là? Bien, on regardait un peu, honnêtement, là, on regardait aux nouvelles, puis les statistiques du CIUS de l'Estrie, plus du Québec aussi. On voyait que les tangentes commençaient à être à la hausse. Le nombre de cas par jour, des fois, c'est jamais significatif, mais 2, 3, 5 cas de plus par jour. Là, une autre journée, on a un petit peu plus. Fait qu'on voyait que les tendances avaient l'air à s'en aller vers là. Une journée de temps en temps, on avait un petit pic, après ça, ça redescendait. Fait que, à 2, 3 cas par jour, bien, au bout d'une semaine, ça fait que le lundi, on était peut-être à une vingtaine de cas, puis à la fin de la semaine, on est rendu à 40 cas. Fait que les tangentes de l'Estrie, les tangentes du Québec commençaient à augmenter. Puis quand il y a eu aussi les premières éclosions, là, comme dans le secteur d'Ascot, par exemple, dans d'autres unités comme au centre Youville, ben, ça nous a allumé certaines alarmes qu'on a dit qu'on a remis certains moyens de prévention là, de l'avant pour essayer d'être un coup d'avance puis de ne pas se faire prendre par un travailleur contaminé qui en aurait contaminé 14 autres paramédics, puis à ce moment-là, qu'on aurait pu mettre en péril nos opérations. C'est là que vous voyez sur le terrain à quel point ça peut exploser vite dans un milieu. Tu me parlais d'Ascot, ça peut être un milieu en CHSLD, peu importe, dans une école, mais c'est là qu'on voit que cette COVID, vraiment, ceux qui n'y croient pas encore, ça se répand comme une traînée de poudre à un moment donné. Ah, vraiment, c'est vraiment rapide. Là. On le voit, là, dès qu'il y a un petit milieu qui est touché et qu'il y avait un peu de proximité, ben, on voit tout de suite le nombre de cas, c'est exponentiel quand même rapidement. Là. Fait que, je pense que c'est très réel. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Chaque année, on a des cas de grippe. Parfois, on dit que la grippe est forte. En fait, on le dit chaque année, finalement. Mais est-ce qu'en termes de contagion, il y a une comparaison? Ça ne se compare pas du tout avec ce qu'on est en train de vivre là? Bien là, je ne suis pas expert dans la prévention des infections, là, mais c'est sûr que les moyens de protection qu'on met en place, on peut se permettre de supposer que quand on les suit, bien, que ce soit la grippe ou pour le COVID, les moyens de protection vont tout de même fonctionner. Donc, la grippe saisonnière va peut-être être moins répandue ou un petit peu moins forte, considérant qu'on se protège déjà pour la COVID, puis que c'est sensiblement les mêmes moyens de transmission. Là. Donc, on devrait se protéger en réalité pour les maladies infectieuses en général, considérant qu'on a augmenté nos moyens de protection, nos moyens de se désinfecter, tout ça. Fait que ça devrait avoir un impact, mais là, c'est loin d'être mon avis d'expert. Non, je comprends. Mais quand même, vous êtes des gens de terrain. Thomas, bon, vous venez en soutien au réseau de la santé. Votre seul client, en fait, c'est le réseau de la santé. Parce que là, je le sais, il y a des gens qui nous écoutent en disant moi, j'ai une compagnie, j'ai une centaine d'employés. Si je veux procéder au test, je vais payer. Je peux-tu appeler la coopérative d'ambulance de l'Estrie qui viennent les détecter, peu importe ce que ça va coûter, mais on va sauver du temps. Ça ne doit pas être possible. Là. Non, c'est pas possible. Les tests, les tests, c'est quelque chose qui est contrôlé. Puis aussi, c'est pas dans notre optique, je pense pas que c'est dans l'optique de personne de s'en aller par là, mais c'est quelque chose qui est contrôlé. Puis aussi, il faut que ça soit régi à la même place pour qu'on puisse avoir les résultats, les compilations de données, les suivis par la santé publique. Donc, ça a certains canaux de communication à suivre, une certaine hiérarchie à pouvoir suivre pour être certain qu'on ne perd pas le contrôle et que ça ne part pas là, dans tous les sens. Là. Puis sinon, ça serait quasiment comme privatiser le dépistage. Ben oui, il ne faut pas dire ça. Je te dis, l'eau bénite va partir. Écoute, il y a un aspect de votre travail, que ce soit en pandémie ou avant, puis ça sera le cas après, dont on parle peu, mais c'est vos interventions suite à des appels de gens qui sont en détresse psychologique.
Et là, j'imagine que présentement, parce que là, on commence à en parler beaucoup de cette détresse psychologique, tu sais, les cas de gens infectés par la COVID, il y en a, mais c'est rien comparativement aux victimes un peu collatérales ou ceux qui souffrent d'anxiété, ceux qui ont beaucoup de difficultés. Comment ça se passe actuellement pour vous autres, cet aspect-là? Bien, je pense que c'est dur à dire parce que quand on essaye de sortir des statistiques sur nos interventions proprement dites en santé psychosociale, souvent on est appelé pour un problème dans ces natures-là, mais par contre, des fois, il y a un problème sous-jacent qui est là aussi. Puis dès que ça devient un problème de santé médicale, de santé physique, bien là, notre code de priorisation, de la façon que ça fonctionne, bien là, ça devient comme un peu prioritaire. Donc, on s'est noyé un petit peu dans ces appels-là. Fait que c'est difficile à dire. Mais par contre, à l'œil, il y a des commentaires de corridor là, que l'ensemble des paramédics peuvent faire sur leurs interventions. Puis qu'est-ce qu'ils remarquent, c'est que le confinement de la première vague a quand même fait mal psychologiquement. Ouais. Les gens d'être enfermés chez eux, de ne pas pouvoir voir leurs amis, leur famille et tout ça, ça a quand même laissé des traces. Il y a quand même cette anxiété-là de revivre ça. Maintenant, on sait à quoi s'attendre. Avant, on ne savait pas trop. Une semaine chez nous, ça va être drôle, mais là, de le revivre, là, c'est pas sûr que les gens soient super à l'aise avec ça. Puis, je pense que ça crée un effet là, d'anxiété à travers ça, là, c'est sûr. Bien, et oui, puis la perspective d'une deuxième vague, est-ce que ça ne va pas amener l'usure en me disant là, on est épuisé de vivre cette situation-là? Bon, le ministre de la Santé est sorti un dimanche à 17 h, là, ce qui n'est pas courant, pour dire là, voyez-vous, mais juste quand c'est nécessaire. Et là, on voit que l'être humain a besoin quand même de se rencontrer, de socialiser. Puis on est en train de nous recouper ça, puis on essaie de nous laisser un peu de corde quand même. Voyez-vous, entendez-vous dans votre tête le téléphone sonner justement pour des appels de détresse psychologique, peut-être encore plus que d'habitude? Ou... Bien, moi, je pense que oui, on présume que ça risque d'avoir certainement un impact là, si jamais on devait reconfiner, si on devait aussi fort qu'on l'a eu dans la première vague. Puis je pense que c'est pour ça que les plans actuels, ce n'est pas de reconfiner tout de suite, mais d'y aller un peu progressivement, dépendamment du nombre de cas. Je pense que ça fait partie des idées qu'on a derrière la tête de dire, attends un peu, on ne fera pas ça exactement de la même façon parce que peut-être que là, ça va avoir un impact pas mal plus grand que la première fois. Et aussi qu'à la première vague, bien, on pense, on voyait un peu la lumière au bout du tunnel, on va s'en sortir d'une couple de mois, ça va être correct, mais là, finalement, ça perdure dans le temps, il y a une deuxième vague qui arrive, la lumière au bout du tunnel, on la voit un petit peu plus loin qu'à la première. Fait là, il y a que, tout le temps une possibilité de découragement là, qui peut embarquer là-dedans parce que tout le monde n'est pas fort mentalement. Puis même ceux qui le sont, à un moment donné, on dirait qu'on sent cette lourdeur-là que, bon, on s'était dit, on va passer à travers l'arc-en-ciel, ça va bien aller, mais là, à un moment donné, ça finit plus, là. On ne joue plus, comme on dit. Là. Puis, non. Surtout qu'au niveau des travailleurs de la santé, ben, tout le monde se donne à la première vague. On est là, on va être là, pas de problème. Les gens faisaient du temps supplémentaire. On est là pour supporter le système. Mais là, avec une deuxième vague, là, on ne sait plus trop quand est-ce que ça va finir. C'est quand on voit la lumière, ben, c'est clair que il va sûrement avoir une préoccupation de détresse psychologique chez l'ensemble de nos travailleurs de la santé à prendre soin, c'est sûr. Oui, et là, tu soulèves un bon point parce que là, on parle de secourir les gens, mais à un moment donné, tu ne peux pas remplir le verre des autres s'il le tient vide. Et chez les travailleurs de la santé, on commence à le voir beaucoup. On a du personnel infirmier qui n'a pas eu de vacances cet été, là, ou très peu. Des préposés aux bénéficiaires qui ont la langue à terre. Mais là, il y en a qui arrivent en renfort. Mais sur le terrain, tu dois quand même gérer ces nouveaux préposés-là. Du côté des paramédics, la chance que vous avez eue, en tout cas chez Ambulance de l'Estrie, c'est peut-être d'avoir eu un nombre suffisant, d'avoir recruté avant de façon suffisante. Est-ce que tout le monde a pu aller recharger un peu les batteries cet été et prendre quelques semaines de vacances? Bien, dans les débuts de la crise, là, comme on ne savait pas trop quelle tangente c'était pour prendre, je dirais qu'il y a des vacances qui ont été retardées, il y a des congés parentaux qui ont été cancellés, toujours sur une base volontaire par contre, là, mais il y a des congés qui ont été cancellés, reportés, des vacances aussi. Fait qu'il y avait plusieurs mécanismes qui ont été mis en place, ne sachant pas connaissant pas l'avenir, là, en fait. Là, on s'attendait à avoir un surplus d'appels, à être débordé, à avoir des gens contaminés. Finalement, ça s'est avéré un petit peu plus tranquille de notre côté.
Le combat était plus ailleurs. Donc, là, on a pu reprendre cet été les vacances, les gens. Donc, tous ceux qui avaient pris des vacances, qui en avaient choisi, qui voulaient les faire, ils pouvaient les prendre. Donc, OK. on a pu revenir un petit peu à la normale de ce côté-là. Puis encore aujourd'hui, nos quotas de vacances sont cédulés. Les gens peuvent prendre leurs vacances. On n'est pas en alerte ou quoi que ce soit. Mais par contre, on a toujours cette épée de Damoclès-là qui nous pend au-dessus de la tête, qui est si on a 1, 2 ou 3 travailleurs qui testent positif, bien là, à ce moment-là, la donne, elle vient complètement changer. Fait que c'est pour ça qu'on axe beaucoup sur tout ce qui est prévention, puis quitte à être une coche de plus pour essayer de passer au travers ça, puis toujours avoir une préoccupation d'être capable de donner le service. Je ne veux pas être obligé d'annoncer à un moment donné qu'on n'est plus capable de donner le service. Là, ça pourrait avoir un impact quand même assez dramatique. On a quand même ce souci-là là, comme coopérative. Chez les autres, d'abord, on mentionne souvent coopérative. C'est un modèle d'affaires qui court en Estrie, mais qui n'est pas comme ça partout. Vous êtes combien de coopératives au Québec, à peu près, d'ambulanciers? Si je ne me trompe pas, on est 7 coopératives, mais il me semble que c'est alentour de ça. Là. On est 7 coopératives. Okay. Sinon, il y a des modèles d'entreprises privées. Oui. Il y a Urgence Santé à Montréal, qui est une corporation là, du ministère. Puis, il y a des OSBL aussi, des organismes à but non lucratif. Là, parmi ces gens-là, comme en Estrie, il y en a 2 dans le secteur de Stansted et Whedon, dont les municipalités sont propriétaires. OK. Il y a plusieurs modèles. Là. Comment ça se passe ailleurs au Québec? Vous devez vous parler de temps en temps. Est-ce que tout le monde a la même, la même chance, mais la même rigueur en même temps de ne pas avoir de paramédics infectés? Ben oui, tout le monde a ce souci-là. Oui. En plus d'avoir le souci de ne pas manquer d'équipement. Donc, je pense que c'est nos grandes préoccupations là, dans les différentes entreprises ambulancières. Un, les travailleurs, comment on peut être en mode prévention parce qu'on ne veut pas qu'ils se contaminent, mais on ne veut pas non plus qu'ils ramènent ça dans leur famille et tout ça. Mais puis il y avait aussi le fameux débat alentour des équipements de protection. Là, à la première vague, il y a une rareté qui s'est créée, veut pas. Donc, on avait le souci cet été là, de tout le monde de se préparer pour la deuxième vague puis d'avoir certains stocks d'inventaire et tout ça pour être capable de répondre. Mais ailleurs au Québec, est-ce que tout le monde a eu cette chance-là de dire on n'a pas de paramédics infectés ou s'il y a des compagnies qui ont demandé des renforts d'autres régions? À ma connaissance, là, je ne pourrais pas dire. Là, je n'ai pas eu vent que d'autres compagnies avaient demandé. En tout cas, pas dans la région ici. Okay. C'est sûr qu'étant la plus grosse entreprise en Estrie, c'est clair que s'il y a des plus petits secteurs qui ont des enjeux de personnel dus à une moins grande liste de rappels et tout ça, on est toujours là pour venir leur prêter main forte, remplacer l'équipe nous-mêmes en envoyant une équipe sur leur territoire et tout ça. Ça, on le fait au quotidien, mais c'est arrivé, mais pas nécessairement à cause de la COVID, mais plus par pénurie de personnel okay. et tout ça. Oui, parce que vous n'échappiez pas à ça. Avant le 13 mars, tout le monde était en pénurie de main-d'œuvre, que ce soit un Tim Hortons ou une coopérative ambulancière. On le voit qu'il y en a qui le sont encore. Et je sais qu'au fil des derniers mois, vous aviez déjà annoncé une formation qui se donnait conjointement Mégantic-Sherbrooke. Comment ça fonctionne, ça? Si des gens se disent moi, il me semble que je voudrais faire partie d'une escouade comme ça, d'une équipe comme ça. Il y a des possibilités, là. Bien, en fait, ce qui était annoncé, là, puis je ne suis pas dans le secret des dieux puis dans les finalités, mais par contre, c'est que le DEC en soins préhospitaliers d'urgence qui permet de pratiquer comme paramédic par la suite a été autorisé en Estrie pour une partie à Mégantic, une partie au cégep de Sherbrooke. Donc, après avoir complété les 3 ans, puis après avoir complété l'examen national, les gens peuvent pratiquer comme paramédic. Fait que c'est clair qu'à travers le Québec, le taux de placement va être excellent dans les prochaines années. Ça, oui, mais sérieusement, vous prévoyez que le taux de placement va être bon encore au cours des prochaines années? Bien, je pense que oui, parce que le besoin est toujours grandissant. Il y a plusieurs personnes, là, nos baby boomers s'en vont à la retraite aussi. Les fonds de pension sont bonifiés dans les conventions collectives, donc ce qui permet à un petit peu plus de gens de pouvoir prendre leur retraite. Fait que tous ces besoins-là, je pense qu'il va continuer à créer un certain besoin. Puis aussi, la COVID amène un regard différent sur la façon de pratiquer.
Donc, je ne serais pas surpris que dans la prochaine année ou dans les prochaines années, on voit une forme différente de pratiquer comme paramédic, donc un besoin supplémentaire là, de gens forcément. Là. Bien, parce que là, cette notion-là de partenariat avec le réseau de la santé, vous avez instauré ça en projet pilote, mais ça pourrait s'appliquer éventuellement à d'autres choses. On voit si on est capable d'alléger la tâche du réseau de la santé, qui est quand même un gros appareil. Ça pourrait être intéressant. Tu parlais d'un DEC, donc c'est une technique de 3 ans si on veut être ambulancier. Oui, c'est ça. OK. Avant ça, c'était pas si long que ça, par exemple. Non, avant ça, son recul de quelques années, je n'ai plus le nombre exact, mais c'était une attestation d'études collégiales. Donc, en 9 mois, on pouvait pratiquer comme paramédic par la suite. Donc, 9 mois, c'est quand même très rapide. Ouais. Fait que on pouvait avoir une cohorte qui débutait quasiment à tous les mois, puis avoir des finissants quasiment tous les mois. Fait que c'est sûr que c'est différent. Le DEC, c'est un petit peu plus long. La transition est pas mal finie. Quand que la transition a lieu, c'est clair que ça a quelques années qu'il n'y avait pas de finissant ou qu'il y en avait beaucoup moins parce que l'attestation était faite parallèlement à ça. Mais n'empêche que là, je pense que le beat est comme pris, comme on peut dire. Puis là, c'est juste que je pense que la demande est plus grande que le nombre de finissants. Fait que c'est pour ça que probablement qu'ils sont allés de l'avant avec un deck dans notre région. Là. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon paramédic? Parce que les gens regardent ça, là, c'est sûr que c'est hey, wow, on écoute une série de télé, puis on voit des ambulances rouler vite. Mais là, le rêve américain, là, c'est peut-être pas ça. Là. Ça prend quoi comme qualité pour être un bon paramédic? Au moins savoir qu'on est peut-être fait pour ça. Bien, c'est sûr que, premièrement, comme juste faire un petit aparté sur le rêve américain, bien, c'est sûr que nos gros appels comme à la télévision, comme on peut dire, les appels comme on voit là, à télé, c'est peut-être 10 de nos appels. Fait que si on veut faire ça, pour seulement faire ça, je pense qu'on va se tromper. Qu'est-ce que ça prend pour faire un bon paramédic? Bien, je dirais qu'il faut vouloir aider les autres parce qu'au quotidien, c'est d'aider les autres, c'est d'avoir en bon français, du tender loving care envers son patient parce que des fois, juste notre présence puis dire à la personne que ça va bien aller, on vient déjà de faire 40 du chemin avec cette personne-là. Rassurer le patient. Exact. Rassurer, vouloir aider les gens, je pense que c'est la base là, de chaque bon paramédic. Là. Il faut s'attendre également dans les conditions de travail qui se sont beaucoup améliorées là, au fil des décennies, mais il faut s'attendre à travailler soir, fin de semaine, nuit. Évidemment, les gens ne décident pas quand ils tombent malades et vous êtes là 24 heures par jour, 7 jours semaine, Noël, jour de l'an. Moi, j'ai connu des paramédics qui ont vraiment fait des massages parce qu'un bébé un enfant avait la gorge obstruée par un bonbon, mais ça, c'est au jour de l'an, ou il arrive des choses. Donc, il faut être excessivement disponible. Il ne faut pas s'attendre à faire du 9 à 5. Là. C'est sûr que c'est un horaire atypique, on ne se le cachera pas. Là. Quelqu'un qui veut faire du 8 à 4 du lundi au vendredi puis qui choisit le métier de paramédic, c'est clair qu'il ne sera pas content après un mois, ça c'est certain. Ça ne l'arrête jamais, hein. Tu l'as bien mentionné, là, les week-ends, le soir, la nuit, au jour de l'an, les fêtes, les fériés, de notre côté, ça n'existe pratiquement pas. Fait que c'est clair qu'il faut s'attendre à avoir un horaire vraiment mixé, comme on peut dire, puis travailler jour, soir, nuit, fin de semaine. C'est ce qui rend le métier aussi un peu plus difficile, si je peux dire comme ça. Au fil des années, c'est clair qu'il y a certaines améliorations qui sont faites. Quand on gagne en ancienneté, quand on gagne en expérience, ben c'est clair qu'on obtient des postes qui sont peut-être un petit peu plus avec des horaires semblables, mais c'est sûr que l'horaire préhospitalière n'est pas du 8 à 4. Ça, c'est certain. Quand tu es devenu directeur aux opérations, directeur des opérations, tu avais été directeur aux opérations, mais avant ça, tu as fait combien d'années comme paramédic, là, vraiment sur le terrain? J'ai fait une douzaine d'années. J'ai fait 12 ans comme paramédic là, sur le terrain. Là. À des quarts de travail divers, là. Oui, c'est ça. Hein, toute la progression normale. Là. En fait, on commence puis on est sur appel. Donc, on fait jour, soir, nuit, fin de semaine à la dernière minute. Après ça, on obtient certains remplacements, donc une certaine stabilité des horaires. Puis après ça, on obtient un poste, mais souvent, on commence de nuit. Donc, on choisit moins notre horaire parce qu'on est
le petit nouveau qui vient d'obtenir un poste. Donc, on choisit notre poste, on est plus de nuit, tout ça. Puis, mon changement pour moi était quand même drastique. Je suis parti d'un temps plein de nuit à avoir un horaire avoir un horaire de jour, là, dans le fond. Là. La famille devait être contente. La famille était contente. C'est une certaine adaptation. Par contre, quand on est de nuit à travailler sur des 12 heures, se retrouver à travailler 10 jours par semaine, c'est sûr que c'est une certaine adaptation. C'est une belle adaptation, mais c'est autre chose. Et dans votre structure, il y a quelques années, vous avez mis des chefs aux opérations, mais même eux ont un poste en autorité, mais ça prend des chefs aux opérations à tous les quarts de travail, là. Oui, tout à fait. Dans le fond, nos chefs aux opérations sont présents 24 heures sur 24. Au jour de l'an, Noël aussi, sont présents. Donc, eux aussi ont la même horaire là, que les paramédics peuvent vivre aussi. Là. Jean-François, le temps file. Moi, ce qui m'avait impressionné de votre coopérative, c'est cette capacité à prendre sans arrêt de l'expansion. Je suis déjà allé inaugurer une caserne à East Angus, dans des petites villes. On dirait qu'au fil des années, vous avez peut-être avalé de petites compagnies ambulancières. Vous avez étendu votre champ d'activité. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les prochains mois, les prochaines années? Avez-vous une idée quant au développement de la coopérative d'ambulance de Estrie? Bien, c'est dur à dire à ce moment-ci. Je ne cacherai pas que le COVID a un peu déboussolé l'ensemble des échéanciers. Là, donc, c'est difficile de voir vers où est-ce qu'on s'en va. Mais par contre, c'est clair que ça demeure la priorité de vouloir développer la coopérative. Si vous avez vu sur les médias sociaux, là, on a des paramédics à vélo qui ont commencé il y a quelques semaines aussi à sillonner les pistes cyclables, certains événements. On a notre poste de commandement qui a été utilisé, ce pourquoi il avait été créé au Tri-Memfré il y a quelques semaines, dans le fond, à l'événement. Donc, l'événementiel est quand même quelque chose qu'on veut développer. Puis aussi, à travers ça, ce qu'on veut développer, c'est vraiment la diversité d'emplois. Comparé à d'autres corps de métier, le métier de paramédic demeure un métier qui est dans l'ambulance, à donner des soins préhospitaliers, à transporter des gens à l'hôpital. Donc, on a cette préoccupation-là, à vouloir vraiment créer une diversité d'emplois pour qu'on puisse sortir du véhicule jaune, d'être capable de pratiquer le métier de paramédic de façon différente. C'est clair que c'est un développement qui est important pour nous. C'est pour ça qu'on est rendu avec une multitude de choix comme notre équipe de soutien technique, nos paramédics à vélo, nos paramédics à pied. Ça fait toute partie de ça. Puis le dépistage, fait partie aussi de certaines diversités d'emplois, temporaires, mais qui est quand même une diversité aussi en soi. On peut penser que vous êtes passé de peu de visibilité publique à pas mal de visibilité publique. En tout cas, chaque année, on dirait que vous gagnez du terrain, ce qui est un peu normal parce que souvent sur des lieux d'accident, vous êtes les premiers arrivés ou alors vous avez les mains dedans, passe-moi l'expression, et on dirait qu'on n'avait jamais cette vision-là. Maintenant, vous avez étendu vos tentacules, on vous voit à beaucoup d'endroits. Oui, on est de plus en plus présent. C'est sûr que des fois, c'est quelque chose qu'on trouve un peu plus banal ou qu'on met de côté, les communications envers la population. Par contre, on trouvait ça important de faire connaître le métier, de faire connaître ce que les paramédics font. Des fois, souvent, plusieurs personnes voient une ambulance passer, mais on ne sait pas trop c'est quoi vraiment, réellement, c'est quoi le métier de paramédic. Fait qu'on trouvait ça important de communiquer, de mettre ça de l'avant, de voir ce que les paramédics font, dans le fond, de pouvoir les mettre à l'avant-scène et démontrer ce qu'ils font pour les communautés qu'on dessert, là, en réalité. Je pense que c'est une belle avenue. Là. Bon, c'est parfait. Écoute, je vous souhaite bon succès pour la suite. Je nous souhaite qu'on passe du code jaune au code vert un jour et surtout qu'on n'aille pas dans le code orange. On se croisait les doigts hier. Disons que c'est une loterie à laquelle on aime mieux pas participer. Là, tout à fait. Rendu là. Et bravo pour ce projet pilote qui finalement fait des petits un peu partout où vous venez en renfort justement au réseau de la santé pour tout ce qui est le dépistage. Puis ça sera les nerfs de la guerre au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Les tests de dépistage, l'efficacité des résultats également. Alors, un grand merci Jean-François pour ton temps.
Ben, merci à toi pour l'occasion de nous faire valoir encore une fois. C'est très apprécié. Parfait. Alors, voyez, présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes, c'est ça, bienvenue chez Malo. Vous avez eu un très bon exemple aujourd'hui. Et je vous dis, chers internautes, à la prochaine. Bye bye. Merci. Bye.